le contexte s'y prête. Ouverture ce vendredi de la grande mosquée Blanchot après 4 ans de fermeture due aux travaux de réhabilitation. La mosquée sera réouverte, Nata, comme vous l'avez dit, aux fidèles à l'occasion de la grande prière de ce vendredi. Ce sera en présence du chef de l'État, Macky Sall. Par conséquent, la Zawiya El Hadji Malick Sy, qui servait provisoirement en raison de ses travaux, n'accueillera plus les prières du vendredi. Donc ce sera cet après-midi à partir de 13h. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le gouvernement canadien dans le cadre d'un projet d'assistance alimentaire au monde rural allouant un financement de 8 milliards de francs CFA à travers le programme alimentaire mondial. Le but, entre autres, est de lutter contre les effets de la Covid-19. Fatou Bintou Conté. Pour renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables par l'amélioration de leur capacité de production et la préservation de leurs actifs agricoles, un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle a été financé par le gouvernement canadien via le programme alimentaire mondial. Le projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle pour lutter contre les effets de la Covid-19 au Sénégal d'une durée de 2 ans et d'un montant de 20 millions de dollars canadiens que nous présentons aujourd'hui est parfaitement aligné dans le cadre du partenariat convenu entre le gouvernement du Sénégal et le programme alimentaire mondial à travers son plan stratégique pays pour la période 2019-2023 et qui soutient une approche multisectorielle et intégrée de la résilience. Quand on sait que la Covid-19 a eu un impact sur la sécurité alimentaire au Sénégal avec une augmentation de la pauvreté dans les ménages, surtout en milieu rural. La Covid-19 a d'importantes répercussions sur l'agriculture et la santé alimentaire. Les enquêtes réalisées par le PAM au Sénégal ont démontré que les mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19, dont l'état d'urgence, la fermeture des marchés agricoles et les interdictions des voyages interurbains, ont exacerbé la vulnérabilité des ménages, en particulier ceux qui dépendent de l'agriculture. L'importance de ce projet au Sénégal, avec toutes les difficultés que le monde rural a vécues durant cette pandémie. Tous unanimement, nous avons vu que n'eût été l'agriculture, l'économie allait encore connaître une régression très forte. Mais c'est l'agriculture qui nous a permis d'éviter cette récession. Et aujourd'hui, nous avons des productions records dans toutes les spéculations au Sénégal. Si nous avons un projet de ce genre et un appui du gouvernement du Canada, un appui de taille qui vient s'ajouter à ce que le PAM fait, c'est-à-dire éliminer la faim, lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire. Donc ce n'est que bénéfique pour les populations. Avec ce projet, les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vont être relevés, surtout dans le monde rural. Parlons politique à présent. Un peu plus de 3 mois des élections législatives, la direction générale des élections faisait face aux mandataires des partis, coalitions et candidats indépendants. Hormis la date du dépôt des candidatures qui a été dévoilée, il a également été abordé la question du rôle des mandataires ou encore celle relative aux listes paritaires. Plus de détails avec Marcel Maron. La date de dépôt des candidatures en vue des élections législatives du 31 juillet prochain est connue. Ce sera entre le 6 et le 8 mai 2022. Il est ainsi demandé aux responsables de partis ou de coalitions, ainsi que les candidats indépendants, de bien choisir leur mandataire. Si on doit investir 2 députés dans un département, il faut 2 candidats, autant pour moi, il faut soit un homme et une femme, soit une femme et un homme, aussi bien pour les titulaires que pour les suppléants. La parité s'arrête au nombre pair immédiatement inférieur si on veut investir dans une liste où le nombre est impair. Je prends l'exemple de dans un département, on veut investir 7 députés. Dans ce département-là, la parité va s'arrêter à 6, parce que le nombre immédiatement pair, donc c'est 6. Donc on aura 3 femmes et 3 hommes, mais alternativement composés. Et maintenant, le 7e candidat peut être un homme ou une femme. Instaurée en 2010, la parité se poursuit naturellement au Sénégal dans le cadre de ce scrutin. Il est aussi important
de savoir comment présenter les listes. C'est ce mandataire qui sera chargé de déposer les dossiers de candidature auprès de la commission qui sera instituée par le ministre en charge des élections. C'est ce même mandataire, en cas de contestation, qui sera chargé de saisir le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez un peu le rôle de ce mandataire-là. Donc il doit être une personne quand même qui est prête à tout simplement remplir toute cette mission-là. Un atelier de formation sur la Constitution et le dépôt des dossiers de candidature pour les mandataires s'est tenu ce jour à Dakar. Ce vendredi, il est également prévu une rencontre avec la presse. Après la politique, on parle culture. La journée internationale de la danse est célébrée ce vendredi. Voilà, et pour cause de Ramadan, la Fédération des ballets du Sénégal va tenir une table ronde sur l'importance de cet art. L'occasion sera saisie pour réclamer la mise en place d'un fonds de la danse pour sa vulgarisation. Une vidéo intitulée Ndeno a été produite pour marquer l'événement. Malal Ndiaye, le président de la Fédération, joint par Ibou Diouf. La journée internationale de la danse coïncide avec le mois de Ramadan. C'est pour cela qu'on organise un débat, donc un débat où on va parler de la danse en tant que levier pour le développement culturel, artistique et économique du Sénégal. En même temps aussi, on va parler du financement de la danse, on va parler de la création, de la diffusion et aussi du fonds de la danse, un fonds qui est très important. Et cette année, on se focalise surtout sur ce fonds de la danse. Donc ça fait l'occasion aussi que la compagnie Bakalama vient de sortir un portrait sur la chorégraphe Khady Badji, donc un portrait qui parle aussi de la transmission de la danse, mais aussi qui parle aussi de la formation, de l'héritage, du patrimoine immatériel. Donc c'est important, je pense qu'il faut que la danse aussi, ce secteur de la danse puisse avoir un fonds où ça va permettre à tous les danseurs qui ont fait la danse comme métier de pouvoir déposer en tout cas leur projet de formation, leur projet de création, leur projet de diffusion. Je pense que dans toutes les régions du Sénégal, on doit avoir aussi des théâtres, vraiment qu'on puisse aussi, après avoir fait des créations, pouvoir diffuser en tout cas sur tout le Sénégal et ensuite de sortir à l'international. Voilà, merci Nata, c'était là donc l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup cher Tidiane Diao. L'actu sous forme de brève en Wolof, ce sera tout à l'heure, mais tout de suite l'actualité internationale. Et la page internationale nous mène en Éthiopie. Bonjour Ibou Diouf. Bonjour Sokhna Nata, Djouma Moubaraka, nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à la team. Merci Ibou. Alors dans ce pays, 20 personnes... Ibou est pétillant. Merci. Ça n'a rien à voir avec ce soi-disant verre qui n'a rien à voir avec le verre de l'islam. Un verre qui ressemble plutôt au rectangle vert du Camp Nou, me dira quelqu'un qui est derrière. Un très beau bleu, je confirme. Merci Nata. Belle tenue. Alors, Ibou, Éthiopie, au moins 20 personnes ont été tuées lors d'un conflit interreligieux. Exactement, Sokhna Nata, et l'information a été donnée dans un communiqué de presse diffusé hier jeudi. Le Conseil des affaires islamiques de la région d'Anambra, le principal organe islamique officiel de la région, a déclaré qu'un massacre avait été commis mardi dernier contre des musulmans qui s'étaient rassemblés dans un cimetière pour enterrer des corps d'un éminent religieux islamique. 20 personnes ont été tuées, 100 musulmans avaient été blessés et de leurs nombreuses propriétés saccagées au cours de ces violences. En Afghanistan également, 9 morts dans l'explosion de 2 minibus à Mazar-e Sharif. L'annonce a été faite par la police quelques jours seulement après un attentat meurtrier contre une mosquée chiite de cette ville du nord de l'Afghanistan. Les cibles semblent être des passagers chiites, a déclaré la presse locale. Le porte-parole de la police provinciale ajoute que 13 personnes avaient été blessées dans ces mêmes explosions.
Au 64e jour de l'invasion russe en Ukraine, la capitale ukrainienne, Kiev, a été hier la cible de frappes en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et pour la première fois depuis mi-avril, une tentative d'humiliation selon le président ukrainien. Kiev a été donc la cible de ces frappes. Antonio Guterres est en sécurité mais choqué, a déclaré le porte-parole, tandis que le président Zelensky a estimé que ces bombardements visaient à humilier l'organisation. Parlons à présent de médias. La France appelle le Mali à reconsidérer la suspension définitive de RFI et de France 24, faisant part de sa vive préoccupation. Il s'agit d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans un contexte répété de manipulation de l'information au Mali. Ces chaînes diffusent leurs programmes dans le plein respect des principes d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour rester en France et parler dans le domaine des médias avec l'affaire PPDA, une nouvelle plainte pour viol et des témoignages accablants, tandis que l'ancien présentateur vedette de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, est visé par une nouvelle plainte, donc contacté par l'AFP. L'avocate de PPDA, Jacqueline Lafont, a indiqué ne pas souhaiter réagir, alors que mardi dernier, l'ancien animateur avait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes ayant auparavant porté plainte contre lui pour violence sexuelle ou harcèlement sexuel. Sononata, pour terminer, parlons de cyclisme. Le Marocain Karim Mosta, prêt à relier Amsterdam-Dakar à vélo. Le coureur marocain, donc double vainqueur de la Coupe du monde d'ultramarathon, va relier donc ces deux villes, à savoir Amsterdam et Dakar, sur un parcours de 6000 km. Le coup d'envoi de ce périple sera donné le 8 mai prochain depuis le stade d'Abdelkar Nouri à Amsterdam, avant de prendre fin à Dakar. Ça sera vers le 25 juin, juillet autant pour moi. Merci Ibou, et on lui souhaite bien du courage et de l'endurance. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, un jour au Sénégal, on va parler de l'École nationale des cadres ruraux qui a changé de nom depuis sa création. Et puis le Terre, 100 jours après le début de l'exploitation. Nous allons parler avec Marcel Farba Maroun, et dans la seconde partie, ne ratez pas la rubrique Djangat Souleymane Niang qui s'intéresse aux 43 milliards de francs CFA qui seront distribués à plus de 540 000 ménages. Et l'invité de ce vendredi sera Ibrahima Amidoudem Ibou Diouf. Nous a également concocté un focus culture et ce sera sur l'esclavage. Tout de suite, la une des journaux.